exceptionnel de le faire en virtuel. Normalement, le format privilégié, c'est en physique pour avoir une interaction et répondre aux personnes. Donc ça on préfère évidemment. Ok, bah du coup, on va commencer. Donc là, on est parti pour une petite heure de présentation. Après, ça pourrait être suivi des questions. C'est fort encouragé. N'hésitez pas aussi à en poser dans le chat au cours de la présentation. Comme ça, on ne vous perdez pas le fil. Donc là, l'idée de cette présentation, en fait, c'est de parler d'un concept qui s'appelle l'empreinte carbone. Et en fait, c'est de vous expliquer ce que c'est quoi une empreinte carbone, comment elle se compose en Belgique pour un Belge moyen, et quels sont finalement les leviers qu'on peut avoir, nous, à titre individuel, pour essayer d'agir dessus. Alors, on va commencer par une petite question. À votre avis, sur cette image, où est-ce que c'est et quand est-ce que c'est? Vous pouvez répondre dans le chat. Alors, par contre, moi, je ne vois pas le chat. Jonathan, je peux te le lire si tu veux. Moi, je veux bien, parce qu'en fait, j'arrive pas par. Ouais. Ouais. Je ne suis pas sûre que tous les participants aient accès au chat. Ce Teams fait un peu des caprices, ça dépend un petit peu. Donc, s'il y en a qui ont une proposition et qui ne savent pas aller dans le chat, peut-être qu'ils peuvent le dire oralement. On n'est pas très nombreux non plus. Ok, voilà. Bon, ce sera plus simple comme ça. Dans les propositions, il y a Anvers, Liège ou Bruxelles, Liège, Place Saint-Lambert. Ok. Et ce serait quand à peu près? À tram, je dirais 1900. Ouais. 1920. 30, 1900, 1989. On a un 19e. Ok, ok. Et maintenant à droite? Je cours. Gare de Bruxelles-Midi. Ouais. Bruxelles. Et ce serait quand? Quelle horreur. Ok. Bah, du coup, en fait, voilà, donc c'est la gare du Nord à Bruxelles. Donc à gauche, c'est dans les années 1850 et à droite, c'est aujourd'hui. Et entre les deux, il y a un truc qui s'est passé, c'est la révolution industrielle. Il y a eu la révolution industrielle qui a en fait transformé le monde dans lequel on vit, qui a complètement changé nos usages, changé notre manière de vivre, et pour beaucoup de positifs, hein, parce que dans l'ensemble, on a quand même accès à bien plus de biens et de services, et on vit bien mieux qu'en 1850. Mais il y a eu des changements absolument colossaux en l'espace de 150 ans, et ça, c'est grâce à des énergies qui sont absolument incroyables, qui sont les énergies fossiles. Alors, une autre petite question pour vous chauffer un petit peu. À votre avis, depuis combien de temps la Terre, de combien la Terre s'est-elle réchauffée depuis le début de l'ère industrielle? Donc, le début de l'ère industrielle, on se situe vers 1850. Donc, en 150 ans, de combien se serait-elle réchauffée? Réponse A, 0,2 degrés. Réponse B, 1,2 degrés. Réponse C, 1,5 degrés. Réponse D, 2 degrés. Ouais, on a beaucoup 1,2 dans les réponses. Ok. 1,1, 1,2. Ok, ok. Donc bah, bravo, félicitations à vous, c'est génial. Mais effectivement, c'est à peu près 1,2 degré. Donc c'est une moyenne, hein, sur toute la Terre. Donc c'est 1,2 degré en moyenne sur toute la Terre et sur toute l'année. Alors ça veut dire que en fait, il y a en temps normal, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, bah, ça va être beaucoup plus que 1,2. Il y aura des disparités à d'autres endroits un petit peu moins. Et le 1,5 degré, c'est en fait une cible qui a été indiquée dans les rapports du GIEC comme une cible à ne pas dépasser. Donc, parce qu'en au-dessus de 1,5 degré de réchauffement moyen, les conséquences deviennent telles que c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter. Et le 2 degrés, c'est encore un palier au-dessus sur lequel ça se dégrade encore. Mais l'idée, c'est de tendre et de limiter le réchauffement à 1,2 degré. Donc là, on a la Valérie Masson-Delmotte, qui est une climatologue, là, c'est sa petite photo en haut à gauche, qui dit en fait chaque demi-degré compte. Alors c'est vrai que c'est un truc qui peut paraître un peu contre-intuitif. On se dit, bon, bah ok, on a 1,2, si on arrive à 1,5, finalement, c'est pas tellement plus. Puis après 2 degrés, ok, c'est vrai, c'est 0,5 au-dessus, mais ça va, quoi. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Mais en fait, pour illustrer ce que ça peut faire, quelques degrés, si on prend une carte de l'Europe il y a 20 000 ans,
en fait, il y avait un phénomène qui était, donc à cette époque-là, on était en pleine période glaciaire, donc le climat était complètement différent. Le climat, en fait, avait à peu près 5 degrés de moins qu'aujourd'hui, en moyenne. Et avec 5 degrés en moyenne en moins, la vie n'avait absolument rien à voir. D'ailleurs, il y avait une calotte de glace absolument énorme qui s'étendait sur tout le nord de l'Europe. Le niveau des mers était beaucoup plus bas. Et donc, entre ces deux périodes, il y a eu à peu près 5 degrés moyens de différence. Et ça a complètement changé. Et on peut se poser la question, du coup, qu'est-ce qui se passe si on fait plus 5 degrés? Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et en fait, c'est la différence entre la météo et le climat. Au niveau de la météo, prendre plus 5 ou moins 5 au niveau d'une journée, ok. Bon, ça, on le vit quotidiennement, en fait. Parfois, il fait plus chaud, parfois, il fait moins chaud. Enfin, c'est la météo, c'est d'un jour à l'autre. Le climat, c'est une moyenne spatiale et temporelle. C'est-à-dire qu'en moyenne, plus 5, c'est sur toute l'année, sur toute la Terre. Donc, ça veut dire qu'à certains moments, ça va être plus 15, plus 20, plus 30. Voilà. Et donc, c'est ça la différence entre la météo et le climat. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe à plus 5 degrés? Donc, ça, les rapports du GIEC en parlent. Ils font des projections en essayant de voir qu'est-ce qui se passe si on a plus 5, plus 2, plus 3 degrés. Alors, ça, déjà, sans en arriver là, avec juste quelques degrés de plus en moyenne, par exemple, une des conséquences, c'est une élévation du niveau des mers. 1 mètre en moyenne, bon, ça ne peut pas paraître énorme, 1 mètre, mais 1 mètre en moyenne, ça veut dire qu'à certains moments de l'année, quand il y a des tempêtes, il y a des événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a des zones de côte qui deviennent submersibles. Et là, si on regarde au niveau de la Belgique, bah, il y a toute une partie de la Belgique qui devient beaucoup plus vulnérable. Donc si régulièrement, il y a la mer qui peut, lors d'un événement climatique extrême, s'avancer dans les terres, bah, c'est-à-dire que c'est des terres qu'on va devoir, a priori, abandonner. Donc là, par exemple, sur cette carte, on peut voir un peu la zone, et il y a Anvers qui est dedans, avec des centaines de milliers d'habitants et toute la côte belge. Alors, probablement, vous le savez déjà, mais alors pourquoi finalement il y a ce phénomène? Pourquoi il y a ce phénomène de dérèglement climatique? Donc, bah, c'est lié aux gaz à effet de serre. Il y en a 2 principaux, le méthane et le dioxyde de carbone. Et ces 2 molécules ont la particularité en fait, d'aller piéger une partie du rayonnement qui vient. Donc, il y a le Soleil qui émet du rayonnement sur la Terre, et une partie de ce rayonnement est réémis vers l'espace, sauf que ces petites molécules vont piéger une partie de ce rayonnement, et ça va faire comme une couverture autour de la Terre, et ça va participer au réchauffement de la Terre. Alors, d'où est-ce qu'elles viennent? En fait, principalement, elles viennent des activités humaines. Et donc, si on regarde, maintenant on revient un peu à l'époque industrielle, dans les années 1850-1880, on émettait déjà un petit peu. Alors, c'était principalement parce qu'on utilisait du charbon à l'époque. Et donc, ça émettait déjà un peu de CO2. Mais on n'émettait pas tant que ça, on en émettait 800 millions de tonnes. Alors, 800 millions de tonnes, ça paraît énorme, mais en fait, ce n'est pas tant que ça à l'échelle de la planète. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé en 2017, donc il y a eu cette révolution industrielle, il y a eu un usage massif des énergies fossiles, donc le charbon, le gaz et le pétrole, pour différents usages, et elles sont super ces énergies, parce que grâce à ça, on a un niveau de vie qui est absolument incroyable. Et aujourd'hui, on n'en émet plus 800 millions de tonnes, mais 36 milliards de tonnes. Donc il faut voir un peu le rapport, ça fait à peu près un rapport 40 à 50. On émet 40 à 50 fois plus de CO2 qu'il y a 150 ans. Donc, c'est-à-dire que les émissions vraiment ont complètement explosé. Alors, ça, c'est une problématique, puisque aujourd'hui, malheureusement, ces émissions font que ça contribue au dérèglement climatique. Mais d'un autre côté, les énergies fossiles que sont le gaz, le pétrole et le charbon sont absolument incroyables, puisqu'avec, on peut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, au niveau mondial, les énergies fossiles représentent 80% de l'énergie qu'on utilise. 80% de l'énergie qu'on utilise, c'est du pétrole, du gaz et du charbon. Et alors on pourrait se dire, ouais, mais en Belgique, le charbon, c'est terminé. Bon, ok, le gaz un peu pour chauffer. Le pétrole, c'est vrai qu'il y en a dans les voitures, mais ouais, globalement, il n'y en a pas tant que ça. Mais en fait, si, ça représente à peu près 80% de l'énergie qu'on utilise en Belgique, c'est du pétrole, du gaz et un peu de charbon. Et c'est valable dans quasiment tous les pays du monde. Alors, l'objet de ces conférences, ce n'est pas de parler du dérèglement climatique ou des énergies fossiles. Ça, il y a plein d'autres supports qui peuvent vous permettre de le faire. Nous, on va maintenant se focaliser sur un concept qui s'appelle l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est quoi? C'est en fait, ça mesure à l'échelle d'un individu les émissions qui sont liées à nos activités. Donc, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos activités. Et si on regarde en fait à l'échelle d'un Belge moyen, si on fait une moyenne sur tous les Belges, alors le Belge moyen n'existe pas, mais si on fait une moyenne, on se rend compte que le Belge moyen, il va émettre 17 tonnes d'équivalent CO2 par an. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, 17 tonnes d'équivalent CO2 par an. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment ces tonnes de CO2 sont réparties et vers quoi on devrait tendre si on suit les recommandations du GIEC pour essayer de limiter autant que possible le dérèglement climatique à 1,5 degré.
Et donc, c'est l'objet de cette présentation, c'est d'expliquer comment ces tonnes de CO2 sont réparties et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc, il y en a à peu près 3 tonnes qui concernent l'alimentation, 4 tonnes les biens de consommation, 3 tonnes la mobilité, 3 tonnes le logement et 4 tonnes les services publics. On va aller regarder un petit peu l'alimentation, les biens de consommation, mobilité et le logement, parce que là, on peut agir à notre niveau sur la partie services publics qui représente le système de santé, l'armée, etc. Comme on ne peut pas agir dessus, on ne va pas en parler dans cette conférence. Mais on peut voir que finalement, ces tonnes de CO2 sont réparties plus ou moins équitablement selon ces secteurs. Donc aujourd'hui, si on fait une moyenne statistique, on est à peu près tous en Belgique à 17 tonnes en gros. Et l'idée, c'est d'atteindre 2 tonnes. Donc en 2050, si on veut limiter autant que possible le dérèglement climatique à 1,5 degré, il faudrait tendre à 2 tonnes. Donc on voit qu'il y a quand même un sacré effort à faire. Il faut passer de 17 à 2. Alors évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain et ça ne peut pas être fait qu'à l'échelle individuelle. Il faut également transformer le système. Mais nous, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est un peu comme une boîte à outils. C'est de dire, voilà, par secteur, alimentation, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Et voilà, chacun après ira piocher dans ce qu'il peut faire, sachant que c'est très compliqué. On a tous des situations complètement différentes. Et le but, c'est pas de culpabiliser ou autre, c'est de dire, bah voilà, c'est un fait. On est à 17 tonnes aujourd'hui en moyenne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à 2 tonnes? Bah, il y a peut-être des petites choses qu'on peut chacun mettre en place plus ou moins facilement compte tenu de sa situation. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole c'est pour l'alimentation, donc c'est à Antoine, qui va vous présenter ce qu'on peut faire au niveau de l'empreinte carbone sur l'alimentation. Antoine, je vais te laisser partager ton écran, je vais quitter. Yes, merci Jonathan. Ça nous fait une petite pause de transition. Voilà, normalement, c'est bon. Vous voyez bien mon écran? Ouais. Yeah, c'est cool, ok, super. Donc, encore merci Jonathan pour cette introduction. Donc, comme Jonathan l'a dit, moi je vais vous parler d'alimentation, qui est un sujet super intéressant. Et donc, alimentation, c'est assez important parce qu'on voit que c'est 3 tonnes de CO2 équivalent sur le total des 17 tonnes. Et donc, on va faire un petit tour de voir comment est-ce qu'on peut agir sur ce poste-là. Alors d'abord, un petit mot au niveau de l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qui est très multifactoriel. Il y a énormément de facteurs qui vont impacter comment on mange et ce qu'on mange. Et donc ici, pour illustrer ce fait de cette multifactorialité, on a des images prises par un photographe de différentes familles dans le monde avec le régime alimentaire. Et donc, vous avez des gens qui viennent plutôt d'Occident, par exemple aux États-Unis ou en Allemagne, ou des gens en Afrique, etc. Et on voit déjà qu'en fonction de l'alimentation que ces différentes personnes vont avoir, ils vont avoir un impact carbone différent. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails. L'idée ici, c'est juste de vous donner quelques ordres de grandeur. Alors, d'où vient l'empreinte carbone de l'alimentation? Quand on pense alimentation et qu'on pense carbone, généralement, on pense aux grosses machines, aux tracteurs, aux moissonneuses-batteuses, etc., etc. Alors, c'est une partie de l'empreinte carbone, mais ce n'est pas tout. Au niveau de la production, il y a 2 autres grands facteurs qui impactent l'empreinte carbone qu'il ne faut pas oublier. La première chose, c'est les engrais. Donc, les engrais qui viennent, par exemple, des mines, par exemple les phosphates, vont aussi générer du carbone, puisqu'il faut des machines, de nouveau, pour aller les extraire, les raffiner, les transporter, etc., etc. Et on a aussi d'autres engrais, les engrais azotés, qui, eux, engrais azotés et produits phytosanitaires, qui sont des produits générés par l'industrie pétrochimique. Et donc, comme son nom l'indique, ce sont des dérivés de produits pétroliers et donc qui génèrent du carbone. Ça, donc, c'est l'impact au niveau de la production, mais bien sûr, il n'y a pas que la production qui est carbonée au niveau de l'alimentation. On a aussi l'usage des terres et la transformation. Alors, ce graphique est très intéressant parce qu'il nous montre vraiment les différents impacts, les impacts des différentes filières. Donc, on voit que la production agricole, au niveau de l'empreinte carbone, c'est de 40 à 60%. Mais à côté de ça, on a aussi l'usage des terres. Donc, par usage des terres, on dit par exemple tout ce qui est impact de la déforestation. Donc, bien sûr, quand on déforeste, ce qui se passe, c'est d'une part, on coupe des arbres qu'on brûle et donc on relâche le CO2 contenu dans les arbres dans l'atmosphère, mais aussi on remplace ces arbres par des sols qui, eux, vont moins bien capter le carbone, etc. Et enfin, on a une petite partie, environ un quart, qui est liée à tout ce qui est transformation, distribution, consommation et déchets, dont le transport. Donc, on voit que le transport, au final, des marchandises alimentaires
ça revient seulement à 10 à 25% de son empreinte carbone. Donc on va rediscuter de cet aspect transport un peu plus tard. Donc, à retenir ici, donc plus ou moins la moitié pour la production, un tiers pour l'usage des terres et un quart de l'empreinte carbone pour tout ce qui est transformation, distribution et consommation. Alors, pour vous réveiller, pour pas que vous endormiez, de nouveau une petite question. Ici, j'ai un graphique qui indique pour différents aliments, donc on n'a pas montré de quels aliments il s'agit, leur empreinte carbone. Donc ici, la façon dont est mesurée leur empreinte carbone, c'est la quantité de CO2 en kilos qu'il a été nécessaire d'utiliser pour générer 1 kg de cet aliment. Et donc la question que je vais vous poser, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui se trouve à gauche de ce graphique? Donc ici, à 35 kg de CO2 équivalent par kilo d'aliments produits. Et qu'est-ce qui se trouve plutôt à droite de ce graphique? Alors, on voit viande rouge à gauche, viande à gauche, oui. Viande de bœuf à gauche, ok. Et à droite, quelqu'un a des idées pour la droite, vers la droite? Légumes à droite. À droite, légumes. Yes, yes. Ouais, donc vous avez bien compris l'idée. Hein. Alors, soja à gauche, hein, comme je l'ai dit, et insectes à droite, ça c'est pas mal quand même. Bœuf argentin à gauche. Ah oui, spécifiquement le bœuf argentin. Oui. Donc oui, l'idée c'est qu'à gauche se trouve principalement tout ce qui est viande, hein, produits animaliers en fait de manière générale. Le plus à gauche, c'est bien sûr la viande de bœuf. En fait, un petit moyen technique pour retenir l'impact carbone des différents animaux. Donc ici, vous voyez que on a un bœuf, tout ce qui est plutôt mouton, agneau, etc. Le poisson, tout ce qui est porc, poulet et lapin. Et en fait, plus l'animal est petit, généralement, plus son empreinte carbone est basse par kilo. Alors, on voit qu'on n'a pas que les animaux, on a aussi des produits dérivés. Hein, par exemple, le fromage et le lait. Le fromage qui est très élevé aussi, parce que c'est un produit dérivé de vaches, des vaches ou des moutons. Et le lait qui est, lui, beaucoup plus bas, parce qu'en fait, il faut beaucoup moins de lait pour faire 1 litre de lait que pour faire 1 kilo de fromage. Et ensuite, en effet, à droite, on trouve tout ce qui est produit plutôt légumes, les légumes, les fruits, mais tout ce qui est aussi le blé, le riz, etc., etc. Alors, de nouveau, ici, c'est un ordre de grandeur, donc on ne vous dit pas que les valeurs ici sont parfaites, mais pour vous donner une idée quand même, quand on passe du porc au bœuf, donc si vous mangez 1 kg de porc ou 1 kg de bœuf, vous faites x7 au niveau de vos empreintes carbone. Donc, de nouveau, ici, le message, c'est assez simple, c'est limiter sa consommation de produits à origine animale, et principalement des gros animaux comme le bœuf et le mouton, pour privilégier des viandes de plus petits animaux, tels que la volaille, le lapin, etc. Et bien sûr, les légumes qui sont les plus bas en termes d'empreinte carbone. Alors ici, je reprécise peut-être un dernier truc sur ce slide, c'est que on parle ici bien sûr d'empreinte carbone par kilo d'aliments, sans préciser aucune des valeurs nutritives que certains aliments peuvent apporter, etc. etc. C'est juste une façon de mesurer, de comparer les différents aliments. Alors, manger moins de viande, mais manger aussi local et de saison. Alors, ça paraît tout à fait logique, je pense qu'on l'a déjà dit. Alors ici, on essaie de justifier juste avec quelques chiffres, quelques éléments, pourquoi c'est important. Local, c'est assez logique. Hein. Si on mange local, en fait, on fait deux choses. D'une part, on va retirer une partie de la chaîne de distribution. Donc ici, par exemple, si vous prenez quelque chose qui vient de très loin, ben, ça va passer en camion puis être transporté soit en bateau, soit en avion. Si vous mangez local, vous supprimez simplement le bateau et l'avion. Et deuxième partie, c'est que vous allez aussi supprimer certains des modes non actifs, tels que la voiture, pour les remplacer par des modes actifs. Si vous-même, vous allez chercher chez un maraîcher qui est près de chez vous, bah, vous allez pouvoir supprimer la voiture de l'équation. Et donc, bien sûr, ça a un impact sur l'empreinte carbone. Alors, de saison, pour manger de saison, il y a un moyen très simple et très efficace, c'est des calendriers de légumes et de fruits de saison. Vous pouvez trouver partout sur Internet en tapant calendrier de fruits et légumes saison. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est vraiment important de manger de saison? Ici, on a pris un petit exemple qui est assez évocateur de la tomate de saison ou pas de saison. Alors, en fait, la grosse différence, c'est la façon dont elle va être cultivée. On voit que quand on n'est pas en saison, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de soleil pour chauffer les serres ou chauffer les sols comme à droite.
Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va chauffer notre serre avec possiblement de l'énergie fossile, alors que dans le cas où on a le soleil qui chauffe, on n'a pas besoin d'utiliser cette énergie. Et donc, on multiplie fortement l'empreinte carbone. Donc ici, on voit que de base, on est plutôt plus ou moins à 0,2 kg de CO2 par kilo de nourriture produite. Et on multiplie ça par plus de 10 quand on passe à des serres chauffées à partir de gaz, par exemple. Et donc, pour vous donner de nouveau une image, 2,2 kg, c'est plus ou moins l'équivalent du lapin, etc. Donc, au final, vous mangez une tomate qui est hors saison ou vous mangez de la viande, ça revient quasiment à la même chose. Enfin, de la viande de petits animaux. Deuxième leçon ici, manger local et de saison. Alors, dernier aspect sur l'empreinte carbone de l'alimentation, qui est peut-être moins discuté de manière générale, c'est l'aspect déchets. Alors, il faut savoir qu'environ 30% de tout ce qu'on produit en termes d'alimentation ne va pas être consommé au final. Donc 30% de ce qu'on produit n'est jamais utilisé à des fins de consommation. Ça représente environ 1,3 milliard de tonnes d'aliments qui sont jetés par an. Donc déjà, c'est un désastre, on va dire, au niveau social et économique. Mais ça représente aussi 3,3 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, 3,3 milliards, c'est environ 6 à 8% de l'ensemble des émissions de CO2 émises au niveau mondial par an. Okay. Donc c'est un poste énorme. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire aussi par déchets? Alors, il ne faut pas se dire qu'on parle ici juste de vous, chez vous, qui prenez votre assiette et qui mangez que la moitié et puis qui jetez le reste à la poubelle. Non, non. On parle non seulement de gaspillage, donc ça c'est la partie plutôt chez le consommateur, mais aussi de perte, donc de tout ce qui est au niveau de la production, du transport, etc., qui fait que l'aliment ne va pas finir chez le consommateur. Donc ça peut être aussi bien parce que le produit n'est pas qualitatif ou qu'il y a des pertes pour une raison X ou Y dans un entrepôt qui n'est pas bien entretenu, etc., etc. Mais donc, pour vous dire que ça représente, c'est multifactoriel, de nouveau, il n'y a pas qu'une raison qui justifie l'apparition de déchets. Et donc, notre conseil pour éviter ces déchets, c'est de manger moins et mieux. Et donc ici, 3 petits conseils un peu atypiques. Le premier, c'est de manger dans des plus petites assiettes. En fait, il y a des études qui ont prouvé que la taille de l'assiette, enfin, qu'on avait tendance à remplir son assiette. Et donc, plus l'assiette est grande, plus on va mettre de nourriture dans notre assiette, et plus on a de chances de ne pas la finir. Et donc, ce que conseillent beaucoup de gens, c'est d'en fait prendre simplement des plus petites assiettes qu'on remplit de coups, enfin qu'on remplit quand même, mais qu'on finit plus facilement, et comme ça, on peut à la limite se resservir, mais au moins on ne jette pas. Alors, ça peut paraître tout bête, mais apparemment, ça fonctionne très bien. Alors, deuxième chose, c'est d'arriver à faire la différence entre les dates de péremption. Alors, il y a 2 types de dates de péremption. La première, c'est la DLC, donc la date limite de consommation, qui, elle, est très importante à respecter parce qu'elle spécifie vraiment une date à partir de laquelle consommer le produit devient dangereux pour la santé. Donc, celle-là, si vous l'avez sur un produit, c'est vraiment, il ne faut pas le manger, quoi. Par contre, il y a aussi la date de durabilité minimale, donc la DDM, donc à consommer de préférence avant le. Et là, en fait, cette date-là ne dit pas qu'il ne faut plus manger le produit, elle dit juste qu'à partir de cette date-là, la compagnie qui fournit le produit ne garantit plus certaines caractéristiques en termes de saveur, en termes de couleur du produit, etc., etc. Donc si vous voyez une DDM, en fait, et que la date est passée, vous pouvez quand même la consommer. Et enfin, une dernière chose, c'est préférer les moches et les invendus. Du coup, ça a aussi un impact sur la distribution. Donc, ce que les distributeurs vont faire, généralement, c'est quand ils voient des produits qui sont trop moches, justement, des pommes un peu abîmées ou des tomates qui ont une drôle de tête, ils vont tendance à ne même pas les mettre dans les rayons parce qu'ils savent que les gens ne vont pas les prendre. Et donc, en fait, en tant que consommateur, ce qu'on peut faire, c'est choisir de prendre justement ces produits-là pour éviter qu'ils ne finissent à la poubelle. Et au final, même si vous n'avez pas envie de les manger comme ça directement, vous pouvez en faire des smoothies, des tartes, etc., etc. Donc, au niveau de l'alimentation, 3 grands conseils, 3 grandes lignes de conduite. Premièrement, limiter sa consommation de produits d'origine animale. Deuxièmement, manger local et de saison. Et enfin, manger moins et manger mieux. Et donc maintenant, je pense que Jonathan va nous parler du deuxième poste, qui est les biens de consommation. Yes. Merci Antoine. Bah, du coup, je repartage mon écran. Ouais. Voilà, donc Antoine a discuté donc de l'empreinte carbone liée à l'alimentation.
Et là, on va le faire sur la partie biens de consommation. Petite question, à votre avis, d'où vient votre smartphone? Ah, pardon, j'ai un souci là. Voilà. Arf. Alors du coup, je peux pas lire le chat. Moi, j'ai pas réussi à faire comme Antoine. Est-ce que François ou Antoine, vous pouvez me dire ce qui est dit dans le chat, s'il vous plaît? Alors, la plupart disent de Chine, ou De Chine. alors Sarah dit qu'elle n'a pas de smartphone. Ok. Victor dit de partout. De partout, ouais. Super. Bah ouais, en fait, voilà, bravo. Bah ouais, en fait, effectivement, en fait, c'est un peu de partout. La problématique du smartphone ou d'autres choses, hein, c'est un exemple, le smartphone, hein, mais d'une télé, enfin bref, de beaucoup d'appareils électroniques, c'est qu'en fait, ça vient de partout. On va chercher les matériaux à un endroit, on va extraire les minerais, on va les transformer à un autre, ensuite on va assembler une partie d'un composant dans un endroit, une autre partie à un autre endroit, etc. Donc en fait, le smartphone, il fait plusieurs fois le tour du monde, ou une télé, ou un autre bien de consommation. Donc il voyage beaucoup. Donc là, sur l'exemple du smartphone, c'est juste un exemple, hein, ce n'est pas une vérité. Hein. On pourrait très bien dire que la conception est aux États-Unis, l'extraction et la transformation des matières premières en Asie, une autre partie en Amérique, fabrication des principaux composants en Asie, aux États-Unis, en Europe, l'assemblage dans un autre endroit en Asie du Sud-Est, et puis distribué dans le monde entier. C'est juste un exemple pour illustrer, hein, ce n'est pas forcément une vérité générale. Donc voilà, donc le smartphone, il vient un peu partout. Alors maintenant, si on garde l'exemple du smartphone, si on essaye de maintenant regarder un peu le contenu carbone lié à tout ça, donc à toutes ces activités qu'il y a eu derrière, donc d'extraire les minéraux, d'assembler les composants, de le distribuer, etc., comment est-ce que ça peut être réparti? En fait, on se rend compte que pour un appareil électronique de type smartphone, en moyenne, hein, c'est une moyenne sur plein d'usages, plein de personnes et plein de smartphones, la phase d'utilisation, donc la phase d'utilisation, c'est j'ai mon smartphone, et régulièrement, je dois le recharger parce qu'il se décharge quand je l'utilise. Et donc, cette phase-là va utiliser de l'énergie puisque je charge mon smartphone. Donc, indirectement, j'utilise de l'énergie. 80% de l'énergie qu'on utilise, c'est des énergies fossiles. Donc, ça émet des gaz à effet de serre. Et ben, on rend compte que la phase d'utilisation va représenter seulement 18% de l'empreinte carbone du smartphone. Et en fait, c'est la fabrication qui représente la majeure partie de l'empreinte carbone du smartphone. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on achète un smartphone, on va peut-être l'utiliser 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Admettons 4 ans, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup plus que la majeure partie des cas. Mais en fait, les 3/4 de son empreinte carbone ont déjà été faites à la fabrication, parce que c'est tout ce processus de fabrication où il a fallu assembler les composants, extraire les minerais, les transporter, etc., a demandé énormément d'énergie. Et après, il y a une petite partie pour le transport, une petite partie d'énergie, donc d'empreinte carbone pour la fin de vie. Donc c'est absolument incroyable, finalement, on ne se rend pas compte, mais quand on a l'objet dans la main, quand on a déjà le smartphone dans la main, qu'on l'achète, les 3/4 c'est un ordre de grandeur, hein, c'est pas pile au pourcent près, mais les 3/4 de l'empreinte carbone ont déjà été effectués. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gaz à effet de serre qui ont été émis. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'amuser à faire n'importe quoi dans la phase d'utilisation, évidemment. Hein. Et en fait, c'est juste un exemple, hein, le smartphone, mais c'est le même principe, c'est la même idée pour plein d'autres biens de consommation. Et tous ces biens de consommation, en fait, la plupart du temps, il y a une grosse partie de leur empreinte carbone qui a été émise et réalisée au moment de la création, de la fabrication. Donc ça, c'est un truc qu'on peut retenir. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça? Parce que l'idée, c'est un peu de vous donner des petites billes. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis d'un bien de consommation? Est-ce que vous connaissez la règle des 3 R? Et si oui, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, on a refusé, recycler, réduire, refuser, le garder le plus longtemps possible. Okay. Donc, voilà, ouais, réduire, recycler, réutiliser. Bah, super, bah, vous êtes déjà tous au taquet. Parce qu'effectivement, voilà, donc la règle des 3 R, donc il y a le premier R qui est le recyclage. Donc quand on recycle un smartphone, voilà, c'est les ordres de grandeur, hein, mais on va diminuer un petit peu l'empreinte carbone globale, puisque finalement, bah, on va pouvoir récupérer une partie peut-être de ces composants et faire autre chose avec. Ensuite, il y a effectivement le réutiliser, réparer. Voilà, donc soit j'achète un smartphone qui a déjà existé, qui a été réparé, ou alors je casse mon écran et au lieu d'acheter un nouveau smartphone, bah, je répare l'écran. Donc ça aussi, ça va avoir un impact, ça va diminuer au global l'empreinte carbone du smartphone, puisque ça le fait durer. Et il y a le dernier R qui est en fait réduire ou refuser. Alors dans le cas d'un smartphone, par exemple, refuser, c'est-à-dire je fais le choix de ne pas avoir de smartphone, donc
Certaines personnes n'ont pas de smartphone, hein, par exemple, voilà, Sarah. Donc c'est des choix, mais ça peut être aussi sur d'autres biens de consommation. Et là, évidemment, ça diminue drastiquement l'empreinte carbone, puisque si on refuse l'usage, on n'a pas besoin du bien. Donc voilà, avec des ordres d'efficacité qui sont de plus en plus grands, plus on va vers le refuser. Alors, si on revient sur la partie recyclage, alors c'est vrai que ça, le recyclage, pour le coup, c'est un truc qui est assez répandu depuis pas mal de temps, donc on nous incite quand même à bien recycler. Mais c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu un double effet, parce qu'en fait, on se dit, oh, c'est bon, si c'est recyclé, c'est OK. Et on ne se rend pas forcément compte que derrière, c'est pas parce que le bien il est recyclé que en fait tout va bien se passer, parce que déjà le recyclage va demander beaucoup d'énergie et tout ne peut pas être recyclé. Et ça, c'est le cas typique d'un smartphone où il y a tellement de petits composants dedans en fait qu'on va pas pouvoir tout récupérer, c'est très compliqué. Et dans la plupart des cas, en fait, on recycle pas grand-chose. Donc c'est pas pour autant qu'il faut pas recycler, évidemment. C'est pas ça qu'on est en train de dire, mais en fait, c'est pas une fin en soi. Voilà. Donc c'est bien, mais on peut faire mieux que le recyclage. Et aujourd'hui, pour les smartphones, c'est le cas. Malheureusement, ils n'ont pas été conçus, les smartphones, la plupart des smartphones n'ont pas été conçus pour être recyclés. Donc il y a beaucoup de composants du smartphone qui ne seront jamais réutilisés. Mais c'est valable aussi pour beaucoup d'autres biens de consommation. Donc c'est pour ça qu'on dit, alors c'est un ordre de grandeur évidemment, que le recyclage c'est bien, mais en gros on va peut-être gagner un 10%, quoi, et 10%, 15%, voilà. Si on passe au R suivant, donc qui était de réutiliser ou réparer, donc là on va un step vraiment plus loin, puisque même si le smartphone est cassé, j'ai cassé l'écran, au lieu de le faire recycler, du coup je vais le réparer. Donc on va changer l'écran du smartphone par exemple. Et donc il y a de plus en plus ça, de petits services qui sont créés qui permettent d'aller réparer son ordinateur, son smartphone ou ses vêtements, voilà quoi. Et ça pour le coup, ça commence déjà à avoir un impact plus important et c'est pas forcément plus cher, puisqu'à la fin, si je fais réparer mon smartphone, ça peut peut-être m'éviter de m'en acheter un nouveau. Donc dans les deux cas, ça permet aussi d'y gagner. Et ça, on dit en gros, en moyenne, allez, on va gagner à 30%, hein, c'est un ordre d'idée évidemment, donc ça permet de réduire à peu près de 30% de l'empreinte carbone du smartphone. Et enfin, il y a le dernier R qui est réduire ou refuser. Bon, là, évidemment, dans le cas du smartphone, c'est-à-dire que je ne veux pas de smartphone, je fais le choix de pas de smartphone. Donc, si je n'ai pas de smartphone, évidemment, voilà. Bon. Maintenant, ce n'est pas toujours évident, ça dépend aussi des besoins de chacun et des usages. Hein. Je rappelle que le but de cette conférence, ce n'est pas de culpabiliser, on fait ce qu'on peut et c'est juste là, on essaye de donner des idées. C'est une boîte à outils. Mais par contre, vis-à-vis de cette réflexion plus globale de réduire et refuser, on peut se poser la question finalement, pourquoi j'achète quelque chose? Pourquoi je vais dans un magasin, parfois j'achète quelque chose? Et ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir avant d'acheter un truc, c'est de se poser la question finalement, pourquoi j'ai envie d'acheter ça? Est-ce que j'en ai besoin? Oui, non? Est-ce que j'en ai juste envie? Est-ce que c'est un truc de mode? Enfin, voilà. On peut se poser des questions et c'est vrai qu'il y a tout un phénomène de société autour de nous qui fait que on va essayer de nous inciter à acheter. Donc, par exemple, il y a le phénomène des Black Friday. Ça, c'est un truc typique. On va arriver et alors là, on est matraqué dans tous les sens. Il y a tout un phénomène pour qu'on achète. En plus, tout est en solde dans tous les sens. Tac, tac, tac. Et c'est vrai que parfois, on va se retrouver, hein, malgré nous, à ressortir avec des trucs plein les poches. Donc voilà, on peut aussi se poser la question de ça finalement. Pourquoi j'achète ce produit-là? On parle de smartphone, mais ça peut être une paire de chaussures, ça peut être n'importe quoi. Donc là, si on peut retenir sur la partie biens de consommation, un truc sympa, c'est la règle des 3 R. Avec le recycler, le réutiliser, réparer, puis le réduire, refuser, avec une efficacité croissante qu'on va du recycler vers le réduire, refuser. Voilà, alors là, du coup, si on était en physique, on aurait peut-être fait une petite pause. Là, comme on est en ligne, on va switcher. Et donc, je vais laisser la parole à François pour la partie mobilité. Ouais, merci Jonathan. Ok, vous voyez bien tout son écran? Oui, on voit très bien. Parfait. Donc, pour les secteurs précédents, on était plutôt un peu chacun pour soi, hein, donc ce qu'on mange, ce qu'on achète, etc. Maintenant, avec la mobilité, forcément, on va un peu partager finalement l'espace commun, donc c'est un petit peu différent à ce niveau-là. Donc, on va s'intéresser vraiment à la mobilité et à l'empreinte des différents modes de déplacement qu'on utilise. Et voilà, pour la Belgique, ça représente en moyenne environ 3 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par an.
Donc l'étude que vous voyez ici date, donc c'est une étude européenne de 2014 qui permet de chiffrer un peu des ordres de grandeur sur les différents moyens de déplacement et elle représente donc des grammes de CO2 par passager par kilomètre pour un peu avoir une unité un peu commune à ce niveau-là, en tenant compte en fait d'un certain taux de remplissage aussi d'un train, d'une voiture, d'un avion, etc. Donc par exemple, ici, on a pour la voiture 1,5 personnes de taux de remplissage. Et dans ce cas-là, on a 158 grammes de CO2 par passager. Ce qui est quand même assez optimiste parce que la plupart du temps, au niveau de la Wallonie, on est plutôt à 1,2, voire même un peu moins. Quand on parle de trajet domicile-travail, on est quasiment à presque 1. Donc très peu de covoiturage à ce niveau-là. Le covoiturage, donc ici, on le voit au-dessus. On est à donc un taux de remplissage de 4. Là, directement, on va diminuer l'impact. Donc, c'est assez intéressant pour tout ce qui est trajet court et récurrent. Sur les trajets plus longs, évidemment, on va peut-être privilégier plutôt alors des transports comme le train, par exemple. Mais ça peut être une alternative aussi. Le seul problème, en fait, en présentant un peu de cette façon-là, c'est que c'est un peu biaisé, évidemment, parce que là, on voit que l'avion, finalement, n'est pas beaucoup plus carboné qu'une voiture individuelle. D'ailleurs, dans certains cas, on parle même de... si on avait une voiture à un taux de remplissage de 1, on serait presque à la même chose. C'est un petit peu biaisé, évidemment, de présenter ça parce que... en fait, l'avion, on va le prendre pour faire beaucoup plus de kilomètres. Donc forcément, en multipliant ce taux par le nombre de kilomètres, on va directement arriver à un impact carbone beaucoup plus grand. Donc voilà, on ne va pas faire le tour de la Terre en voiture tous les jours, alors qu'en soi, on pourrait très bien le faire en avion. Donc c'est ça qui est un peu biaisé. Évidemment, pour le train également, ça va dépendre du mix énergétique, du mix électrique du pays. Donc, par exemple, en France, on sait bien que si on prend le TGV, vu qu'on a un mix très peu carboné, grâce aux énergies renouvelables et au nucléaire, prendre le train consomme quasiment rien. Or, en Pologne, on sait qu'ils utilisent encore beaucoup de charbon, donc là, on aura quand même un impact assez grand. Donc, si c'est plutôt une quantité moyenne, 14, c'est pour vraiment l'Union européenne, donc ça prend en compte tous les pays membres. Et alors, juste ici, donc, pour vous montrer les taux, les facteurs d'émission en fait pour les modes qu'on dit actifs, donc la marche et le vélo par exemple, on les considère quasiment neutres en CO2. La marche carrément zéro a priori. Le vélo seulement 2 grammes parce qu'on considère donc la fabrication, l'entretien du vélo par exemple. Alors pourquoi prendre ça? En fait, c'est pour éviter les doubles comptages. Certains parfois peuvent dire oui mais bon voilà il faut prendre en compte l'effort physique quand on marche par exemple ou quand on fait du vélo, donc ça voudrait dire prendre dans ce cadre-là on prendrait 16 grammes de CO2 équivalent par kilomètre à cause de l'effort physique, mais ça c'est 100% lié à notre alimentation. Donc si on a déjà compté notre impact via l'alimentation, on ne va pas le compter une deuxième fois pour se déplacer, donc on évite les doubles comptages et on essaye de garder seulement l'impact lié vraiment au déplacement. Évidemment, donc on n'a pas toujours la même mobilité suivant la distance qu'on parcourt. Donc, par exemple, pour la mobilité quotidienne ici, vous avez la répartition des déplacements. Donc, ici en Belgique. Donc, c'est une enquête belge qui date de 2019, qui avait été publiée, une enquête Monitor, donc qui prend donc la proportion des déplacements. Vous voyez ici 60% forcément toujours pour la voiture, et une répartition avec quand même 12 et 14% pour les modes actifs. Par contre, quand on parle en termes de kilomètres, évidemment, vu qu'on parcourt beaucoup plus de kilomètres en voiture, là en fait les modes actifs sont complètement écrasés par la voiture. On est à 3/4 en fait de kilomètres parcourus pour la voiture. Et au niveau du CO2, évidemment, là c'est encore pire parce que forcément la voiture est exclusivement, en tout cas quasiment exclusivement aux énergies fossiles. Maintenant c'est en train de changer évidemment avec les voitures électriques, mais on a une énorme proportion évidemment du CO2 de la mobilité quotidienne qui vient donc de la voiture, donc 93%. Donc l'idée c'est décarboner la voiture et l'avion. Donc vous voyez ici pour les mobilités longue distance, on aura tendance donc à prendre la voiture, mais également donc les bus, les trains et les avions. Et donc dans ce cadre-là, on a quand même 14% donc, des déplacements qui sont faits donc, en avion. Et donc les deux gros morceaux seront la voiture et l'avion. Donc évidemment, quand on parle de mobilité au quotidien, on peut penser métro, boulot, dodo, mais pourquoi pas aussi vélo ou
voitures. Donc c'est juste pour faire le lien ici. Et contextualiser un peu avec l'impact régional. Donc vous voyez ici donc, pour la Belgique le graphique précédent. Et la répartition ici pour Bruxelles, la Flandre et la Wallonie. Bruxelles étant une région quasiment exclusivement citadine, on a une grosse partie qui va se faire en transport en commun et une énorme partie aussi à pied, ou comme vous voyez ici, donc un quart pour les deux. En Flandre, on a une grosse partie en vélo, 18%. Et en Wallonie, par contre, on a toujours donc, 3/4 ici de déplacements qui se font en voiture, vu que évidemment les déplacements sont plus longs entre le domicile et le travail, par exemple, notamment. Donc il y a encore un peu de progrès à faire, mais l'idée, c'est pas de culpabiliser. En fait, ça dépend évidemment des infrastructures qu'il y a. On n'a pas toujours le choix. Ça a été un choix de société finalement. Donc vous voyez ici en fait la répartition des chemins de fer vicinaux, donc le kilométrage total des chemins de fer au cours du temps. Et donc vous voyez qu'en fait après la guerre, on a eu vraiment une diminution énorme de ces chemins de fer. Donc ça a été en fait on a développé donc, le réseau routier beaucoup plus, donc juste après la guerre. Et donc, voilà, ça a été un choix de société de faire ça finalement. Donc, forcément, maintenant, si les gens disent impossible de faire autrement qu'avec ma voiture, avant, pourtant, c'était le cas. On pouvait, en fait, via des chemins de fer très locaux, on pouvait donc se déplacer même dans la campagne. Il y avait des trains qui le permettaient. Donc, par exemple, vous voyez ici à Gré-d'Oisseau. Donc, en fait, avant, on avait donc des lignes qui desservaient cette petite région. Et finalement, donc vous voyez ici donc une petite ligne de chemin de fer qui passait par là, qui permettait de desservir le village, et ce qui n'est plus le cas maintenant, vu qu'elle a été supprimée. La plupart de ces chemins, en fait, ont été remplacés par des ravels. Donc on connaît bien les ravels. En fait, c'était avant des chemins de fer, évidemment. Donc vous voyez ici maintenant l'évolution de cette région. Donc forcément, voilà, la voiture de vie est devenue centrale dans la mobilité quotidienne. C'était vraiment un choix. Donc l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser, c'est les infrastructures qui sont comme ça. Il y a eu aussi évidemment le développement donc, des autoroutes dans les années aussi 60, 70, les tunnels et beaucoup de marketing et de slogans publicitaires. Je vais venir juste ici. Donc ça fait déjà un siècle que les voitures vendent du rêve. Donc on a déjà une pub ici de 1924 avec voilà, la vie devient facile avec une voiture. L'idée c'est vraiment d'avoir ça. Pour vous, cette voiture travaille toute seule, donc c'est vraiment l'idée de simplifier la vie, la liberté. Donc on a vraiment toute une série de publicités comme ceci. Je vais repasser avant en fait parce qu'elles sont toutes passées, désolé. Donc l'idée, ça a été vraiment de présenter les choses comme une simplification de la vie, une liberté, vraiment pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Voilà, maintenant on reprend. Donc voilà, le vrai génie, c'est de durer. La voiture qui simplifie la vie, donc on a vraiment toujours cette notion de simplifier la vie, la qualité de la vie, la clé du bonheur même carrément. Donc elle nous permet de respirer carrément même, c'est un peu fou de se dire ça, mais rouler plus propre. Donc on a eu pas mal aussi de messages ici environnementaux en fait, même dans les années 2000. Maintenant, c'est devenu carrément la norme. Là, on voit carrément un SUV qui est complètement dans la nature, au milieu de la ville. Donc ça pourrait paraître assez contradictoire, évidemment, de voir ça. On a même carrément maintenant le SUV, ce qu'on appelle le Silent Urban Vehicle. Alors que donc on sait bien que les SUV sont les suburban véhicules qui sont finalement en fait des mini 4x4, donc des véhicules plus lourds, un peu plus puissants, et donc qui forcément consomment beaucoup plus. Voilà ici un impact en fait CO2 en fonction de grammes par kilomètre par passager et l'évolution au cours du temps. Donc on voit en fait que il y a eu une diminution notable, hein, donc via une amélioration en fait des motorisations au cours des années. Donc on est passé de 159 à 117 en 2016 et en fait on a une réaugmentation légère ici en fait à cause donc des SUV. Donc ici
vous voyez en fait en fonction du type de véhicule, les tonnes de CO2 par 15 000 km. Donc ici, c'est juste pour vous montrer finalement un peu l'impact. 15 000 km, c'est en moyenne le nombre de kilomètres qu'on fait par an. Donc c'est pour vous montrer un peu le budget carbone. Donc on avait estimé à 3 tonnes environ par an par personne. Donc vous voyez ici que voilà, pour une petite citadine, on a 1,6. Pour une voiture de sport, on est à 3. Donc on peut avoir un rapport 1 à 2 en fait en fonction du véhicule qu'on a. Sachant que 2 tonnes, je vous le rappelle, c'est le budget soutenable qu'on est censé atteindre ici en 2050. Donc voilà. Le problème réside quand même un peu dans ces SUV, donc dans ces véhicules plus lourds. Si on veut continuer à utiliser une voiture, et c'est le cas, hein, je veux dire, l'idée c'est pas d'obliger les gens à abandonner leur voiture, mais il va falloir en fait questionner finalement les usages, donc comment l'utiliser, quand l'utiliser, et éventuellement essayer d'avoir des voitures moins lourdes et donc qui consommeront moins à ce niveau-là. Et alors, évidemment, la question peut arriver sur et les voitures électriques alors dans tout ça. L'idée, c'est pas, on pourrait faire une conférence carrément rien que là-dessus. L'idée, c'est pas de vous en parler nécessairement beaucoup ici. On peut en parler dans les questions après si vous voulez. Voilà en fait quelques chiffres finalement sur les partitions en 2020 des ventes de voitures. Donc vous voyez qu'il y a toujours une grosse proportion essence diesel. Ça va évidemment fort changer vu que les diesels, on en aura beaucoup moins à l'avenir. Et vous voyez donc les chiffres ici d'immatriculation de voitures pour les 6 mois de 2021 et 2020 complet. On a une augmentation des plugins hybrides, des hybrides non plugins et en électrique, on est environ à 4% des immatriculations. Donc c'est en train d'évoluer. Ça évoluera encore plus évidemment vu que en Belgique, on est les champions des voitures de société et en 2026, elles passeront en full électrique. Donc, on aura évidemment d'un coup le parc qui va s'électrifier grandement avec ça. C'est un sujet qu'on ne développe pas nécessairement ici complètement, mais voilà, si ça vous intéresse, on peut continuer à en parler évidemment après. Donc, quelles sont les premières actions possibles finalement pour la mobilité quotidienne? Le premier, c'est réduire le plus possible l'usage de la voiture quand c'est possible, évidemment. Privilégier des modes actifs, surtout pour les trajets courts, en fait, bien évidemment. Et privilégier les transports en commun dès que possible aussi pour des trajets un peu plus longs. Et alors, lorsqu'on doit vraiment utiliser la voiture, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est éviter l'autosolisme, donc éviter d'être seul dans sa voiture, favoriser le covoiturage, surtout pour les trajets quotidiens. Adapter donc la taille du véhicule à son usage réel. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un 4x4 si c'est pour faire de la route normale, nécessairement. Une citadine, ça peut faire l'affaire aussi. Et adapter sa vitesse aussi. Donc, ça a un impact sur la consommation. Donc, en accélérant, en freinant constamment, on va consommer beaucoup plus. Donc, ça a un impact aussi sur l'impact de la mobilité. Et alors là, ce que je vous propose, c'est on va se relaxer un peu, on va partir tranquille au Japon, se relaxer, le pays du zen, et un peu réfléchir donc à tout ça. Donc si on part au Japon, on a plusieurs possibilités. Donc mettons, voilà, on voyage seul, donc on va regarder ça par personne. Combien en fait de CO2 pour un aller simple au Japon? Si on prend un mode actif à pied, qu'on considère donc du coup 0 tonnes d'équivalent CO2, ça prendra environ 3 mois et demi et 13 000 km. Donc si vous êtes motivé, allez-y. Si on fait la même chose en voiture, pareil, hein, on prend plus ou moins la même route, 13 000 km, une à 2 semaines, 1,7 tonnes équivalent CO2. Si on coupe le train et le bateau, là, c'est une estimation un peu à la louche, mais on doit tenir compte en fait du train qu'on va faire traverser en Europe, dans des pays comme je disais par exemple la Pologne, où on aurait un impact CO2 un peu plus grand du train, plus un peu le bateau. Donc pour tenir compte de tout ça, on a environ à 0,4 tonnes de CO2. Et alors, pour l'avion, on est à 2 tonnes environ d'équivalent CO2 et 12 heures de trajet. Donc évidemment, vous voyez en fait que c'est là que je disais que l'impact voiture et avion est plus ou moins similaire. Donc vous voyez 1,7 et 2 tonnes ici. La différence évidemment, c'est que voilà, l'avion ça prend 12 heures, on peut faire l'aller-retour dans la semaine. La voiture, on va pas nécessairement faire ce genre de trajet toutes les semaines. Donc évidemment, voilà, le problème avec l'avion, c'est qu'on va vite et donc on peut multiplier ce genre de voyage sur des longues distances.
Donc voilà, simplement le message à retenir un peu de ça, c'est si vous voulez prendre l'avion, prenez-le plutôt une fois pour rester 3-4 semaines, par exemple, plutôt que 3-4 fois pour rester une semaine, vu l'impact que ça a. Alors autre chose, c'est que parfois le dépaysement ne se retrouve pas si loin. On l'a vu un peu pendant le Covid aussi, on a redécouvert un peu nos pays. Donc voilà, ici c'est une publicité de la Deutsche Bank en Allemagne. Et aussi c'est pour poster une photo sur Instagram, dépendant du point de vue, finalement, l'un ou l'autre se valent plus ou moins. Bon, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Là, on est dans la campagne allemande, on n'est pas nécessairement dans le Grand Canyon, mais finalement, voilà, l'idée c'est de redécouvrir un peu des contrées proches. Parce que en fait, voilà, on est finalement assez bien fourni en Europe quand même. Donc, vous voyez ici tous les sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on est assez bien fourni. Et en plus, on est plutôt bien fourni en train aussi. Donc, voyager en train quand c'est possible, même en Belgique évidemment, c'est le mieux. Et alors, vous voyez ici donc un exemple pour faire Bruxelles-Athènes en aller-retour. Donc ici, vous avez quasiment 1 tonne pour l'avion, 4h30 de trajet. Si on combine train et bateau, on a 3 jours et on divise ici donc par 3. Donc, c'est pas un petit facteur, c'est vraiment divisé par 3. Et en plus, voilà, le trajet finalement fait un peu partie du voyage. Donc, ça permet de visiter un peu les endroits intermédiaires et de voir un peu. Donc, voilà, le trajet peut aussi faire partie du voyage. C'est ça qui est bien. Donc, redécouvrir son environnement proche. Ça peut être le train de nuit aussi. C'est un bon moyen de coupler les deux. Donc, privilégier le train, surtout pour les trajets longs, et profiter donc des offres qu'il y a aussi. Évidemment, ça c'est un petit parallèle que je fais. Le problème reste pour le moment qu'il y a une différence de prix entre le train et l'avion. Ce qu'il y a, c'est que en fait, l'avion est trop peu cher même. On dit souvent que le train est trop cher, mais en fait, c'est plutôt que l'avion est trop peu cher. Voilà, enfin, ça c'était une petite parenthèse, mais donc voilà, maintenant on va faire un peu le bilan de la mobilité. C'était un peu le plus gros morceau, hein. Désolé, j'espère que j'ai pas été trop long. Donc voilà un peu les choses finalement à retenir pour les premières actions. Comme on est à 15 000 km par an, environ en moyenne pour une voiture, ça équivaut donc à 41 km par jour pour agir. Voilà, c'est réduire le plus possible l'usage de la voiture, privilégier donc les modes actifs et privilégier le train pour les trajets longs. Donc se déplacer un peu moins, mais mieux. Donc voilà ici pour la partie mobilité et je passe la main à Antoine pour le logement. Yes, merci. Je partage mon écran. Voilà. Je reprends le chat. Nickel. Ok, voilà. Courage à tous, on arrive à la fin. Plus qu'une partie, la partie sur le logement. Je vais du coup vous poser une petite question pour vous réchauffer avant la fin. Chez vous, quelle est la température de consigne que vous mettez au thermostat? Juste un petit sondage pour voir un peu comment les gens chauffent ici. 16 et 19, pas de thermostat. Ouais. Ok, 20 degrés. 20 degrés, personne dit mieux. 20 degrés, 18, 19, ok. Ça va, ok. 19, 20. Bon, ça va. Vous êtes plutôt des courageux. On a personne au-dessus de 20 degrés, ou alors ils ont pas osé le dire, mais bon. Bon, donc ici, on va parler pas mal de chauffage, donc c'est pour ça que je vous pose cette question. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de chauffage? Tout simplement pour 2 raisons. C'est que, premièrement, en Belgique, 2 chiffres. Plus de 50% des maisons unifamiliales ont plus de 2 façades. Alors, ça peut paraître anodin, mais sauf qu'une maison de façade, c'est beaucoup plus impacté par les conditions extérieures, parce que forcément, quand on a 3 façades, ou 2 ou 3 façades qui sont exposées à l'extérieur, l'isolation est moindre que si on est dans un appartement avec des voisins en haut, en bas, à gauche, à droite. Et ensuite, au-delà de ça, il y a quasiment 90%, donc ça c'est un chiffre assez impressionnant, 90% des maisons, des maisons appartements en Belgique qui ont été construits il y a plus de 25 ans. Et donc forcément, les normes n'étaient pas les mêmes à ce temps-là. Et donc, l'isolation des bâtiments, de manière générale, en Belgique, est très très mauvaise. Et donc, on a besoin de rénovation massive nécessaire. Ça, c'est déjà une première mesure qui est indispensable, et donc beaucoup de gouvernements sont conscients. Alors, le problème donc ici, c'est qu'on dit nos bâtiments sont en gros des passoires thermiques, et en effet, le pire, c'est que
la grosse partie de l'énergie qu'on met dans nos maisons, c'est le chauffage. Okay, donc, c'est-à-dire qu'on met énormément d'énergie dans le chauffage et en plus, tout ça sort par les murs et les fenêtres et le toit de notre maison. Alors, si ce chauffage était 100% renouvelable, ça ne serait pas vraiment un problème, sauf que bien sûr, ce n'est pas du tout le cas. En Belgique, on a une grosse partie du chauffage qui est à gaz, un petit peu au mazout, bien que ça diminue de plus en plus, et une toute petite partie, 7%, qui est à l'électricité. Donc ici, on a un sacré problème. On a des bâtiments mal isolés, chauffés, dont l'énergie qu'on utilise est principalement utilisée pour le chauffage, et ce chauffage est fossile à 90%. Donc il faut qu'on prenne des actions, et donc ici, on vous en propose 3. La première qui est chauffer convenablement, on va détailler ce que ça veut dire en plus en détail juste après, et ensuite isoler et passer à une chaudière efficace. Alors qu'est-ce que ça veut dire chauffer convenablement? Justement, ça c'est très subjectif. Ici, on vous propose de baisser déjà le thermostat à 19 degrés. Alors, pourquoi forcément 19 degrés? Ça, c'est un peu aléatoire. Mais ce qu'il faut retenir, qui est très important à retenir, c'est que chaque fois que vous descendez d'1 degré, vous économisez 7% sur l'énergie que vous consommez. Donc, 7%, c'est énorme. Hein. Imaginez, si vous prenez votre facture et faites moins 7%, vous verrez que c'est un énorme gain. Donc, voilà, déjà, une première mesure qui est toute simple, c'est de diminuer d'1 degré. Alors, vous allez me dire... c'est bien joli, mais moi, si je diminue d'1 degré, ma compagne ou mon compagnon vont taper sur les doigts parce qu'il fait beaucoup trop froid. La façon simple de répondre, c'est de dire il suffit de mettre un pull, en fait. Hein. Tant qu'on est à des températures encore 18-19 degrés, avec un bon pull, des bonnes affaires sur soi, généralement, on n'a pas trop froid. Une autre façon de couvrir et de réchauffer la pièce aussi, c'est d'avoir par exemple des tapis ou des rideaux. Les rideaux devant les fenêtres, c'est un super moyen d'isolation. Enfin, moyen simple et pas cher. Alors, autre façon de diminuer la facture de chauffage, c'est déjà de ne pas chauffer les pièces inutilement. Typiquement, ici, moi, je chauffe que la pièce où je travaille toute la journée, comme ça, je n'ai pas de dépenses inutiles dans les autres pièces. Fermer les portes, bien sûr, les courants d'air diminuent la quantité d'énergie dans les pièces. Une idée un peu plus originale qui demande un peu plus de bricolage, c'est de mettre des faux plafonds isolants, puisque simplement en diminuant le volume de la pièce, on diminue le volume d'air à chauffer et donc on diminue la quantité d'énergie utilisée. On peut aussi limiter les fuites, etc. Nettoyer les radiateurs, ça paraît tout bête, mais en fait, la poussière qui se met dans le radiateur empêche une bonne circulation de l'air dans ce radiateur et donc diminue l'efficacité du chauffage. Aérer judicieusement. Alors ici, c'est encore une autre mécanique qui est en place, c'est que l'air, quand vous n'ouvrez pas, va se charger d'humidité, puisque notre corps émet de l'humidité. Et en fait, un air qui est plus humide va être plus dur à chauffer. Donc, va demander plus d'énergie pour être chauffé à une même température. Donc, une façon toute simple de diminuer la quantité d'énergie utilisée, c'est d'ouvrir la fenêtre. Comme ça, l'humidité va diminuer dans la pièce. Donc, si vous faites ça 5, 10 minutes, un quart d'heure tous les jours, et comme ça, votre air sera plus facilement chauffé. Et enfin, dernière mesure qui est peut-être un peu plus compliquée, mais si vous pensez à acheter un nouveau logement, à déménager, etc., c'est de penser de nouveau comme pour la voiture, de dire, OK, quel est mon besoin et comment est-ce que je choisis mon logement en fonction des besoins que j'ai. J'ai peut-être pas besoin de 3 pièces qui sont jamais occupées et que donc j'aurais besoin de chauffer pour rien. Alors, ça, c'est la première mesure qui sont des mesures assez simples que vous pouvez appliquer tous les jours, mais qui ne sont pas forcément hyper performantes en termes d'efficacité. Ce qui est plus performant, c'est par exemple d'isoler sa maison. Alors ça, je veux dire, je vous apprends rien. La chose sur laquelle on veut juste appuyer ici, c'est les 3 endroits où il faut vraiment isoler et leur ordre de priorité. Le premier endroit qu'on doit isoler, parce que ça a plus d'impact, c'est la toiture. Alors malheureusement, généralement, c'est plus difficile à modifier. Ensuite, les murs et enfin les fenêtres. Okay. Alors les fenêtres, on voit qu'au final, c'est le poste où il y a le moins d'impact, mais il y a quand même 10 à 15% de pertes qui peuvent être économisées si on a du bon double vitrage bien isolé. Et enfin, pour finir la présentation, bien sûr, la façon d'économiser de l'énergie, ou en tout cas d'utiliser cette énergie de manière non carbonée, c'est d'avoir un système de chauffage décarboné. Et donc, je ne vous apprendrai rien de nouveau ici, que le pire à faire ici, c'est d'avoir une chaudière au fioul qui va énormément consommer. D'ailleurs, en Wallonie, maintenant, on remplace quasiment systématiquement les chaudières au fioul par des chaudières au gaz au minimum. Mais le gaz, comme vous le savez, ça reste un produit fossile. Et donc, l'optimum en termes de carbone, bien sûr, ça reste la pompe à chaleur qui, elle,
si elle est activée avec de l'électricité décarbonée et quasiment décarbonée. Donc, pour le logement, très simplement, au niveau du chauffage principalement et de l'isolation, 3 choses à faire: chauffer convenablement, isoler et passer à une chaudière efficace. Et maintenant, François va vous faire une petite conclusion pour terminer cette présentation. Merci Antoine. De rien. Donc voilà maintenant, un peu pour conclure tout ça. Finalement, l'objectif ici, c'est un peu finalement la sobriété. La sobriété, ça veut juste dire simplement consommer moins ou consommer différemment. Il suffit de ne pas faire, donc il n'y a pas besoin de nouvelles technologies à développer. On a déjà ce qu'il faut à portée de main, en fait, il suffit de s'y mettre. Mon transition, évidemment, c'est aussi assez compliqué. Ça nécessite de s'interroger sur nos habitudes, de pratiquer nos valeurs. Donc c'est un peu l'ensemble de notre mode de vie qui est insoutenable. Maintenant, évidemment, l'objectif n'est pas du tout de culpabiliser, de ne pas se dire que c'est l'ensemble des citoyens qui doit faire des efforts. C'est à la fois au niveau de l'État et aussi des entreprises qu'il y a quelque chose à faire. Hein. C'est tout le monde qui doit y participer. Mais beaucoup de ces mesures en fait dépendent du comportement, donc ces habitudes de consommation et d'usage peuvent être questionnées. On a dit beaucoup de choses, donc voilà, l'idée c'est pas que vous deviez tout appliquer directement, surtout voilà pour pas trop charger la mule. Hein. Quand on commence à s'intéresser à la question, on peut se sentir un petit peu submergé, mais un petit peu d'ordre, y aller progressivement, être déjà conscient des ordres de grandeur, etc., et de l'impact que chaque action peut avoir, c'est déjà un bon début. Évidemment, en sortant d'ici, donc comme je disais, vous aurez peut-être l'impression qu'il faut mettre absolument tout en œuvre de ce qu'on a raconté. Il ne faut pas le faire, évidemment, parce que changer ses habitudes, c'est difficile. Donc, on pourrait très bien être d'un seul coup frustré éventuellement à cause de tout ça et de l'entièreté du défi colossal qui peut nous arriver. Alors que si au contraire, donc, vous commencez par les choses les plus simples, les plus accessibles à mettre en œuvre, ce sera du renforcement positif finalement. Voilà, si vous savez que vous pouvez les mettre en œuvre, ne perdez pas de vue non plus les plus difficiles d'accès et éventuellement les faire plus tard, les garder à l'esprit. Et aussi partager en fait les choses. Donc on sait que c'est en partageant avec d'autres personnes qu'on a le plus de motivation aussi. Le fait de partager les choses, c'est évidemment très très important. Comme je disais aussi, forcément, on a des contraintes de la société, malheureusement. Donc, c'est pour ça que les citoyens ne peuvent pas nécessairement eux-mêmes, tout seuls, décider de l'entièreté des choses. On a évidemment donc des contraintes dues à la société, donc voilà, qui sont bien représentées par cette image-là. Comme on peut se dire que finalement, une ville n'est cyclable que si vous pouvez laisser votre enfant rouler sans problème. À Liège, on sait bien que c'est absolument pas le cas, donc c'est assez représentatif ici. Mais voilà, donc on sait que ce sera aussi au niveau des décideurs qu'il faudra le faire. Donc voilà, c'est des choix, hein, comme ça, évidemment. On n'a pas nécessairement le choix d'habiter plus loin et donc de devoir prendre sa voiture. Donc l'idée, voilà, c'est ça. Maintenant, on a des leviers pour agir. Hein. On a finalement 2 cartes en tout cas pour agir. Donc on a la carte finalement de consommateur. On intervient quand même en tant qu'acteur économique dans le marché, hein, donc on va participer à la régulation. On n'a pas zéro effet en tant que consommateur. Hein. Je veux dire, si on choisit de ne plus du tout acheter certains produits, a priori, ils ne pourront plus nécessairement les vendre. Voilà, donc parfois on a besoin d'un petit coup de pouce réglementaire aussi, et d'être porté par les institutions politiques. Donc en jouant donc ce rôle de consommateur et en prenant donc via la deuxième carte finalement son rôle de citoyen. Donc c'est pas juste aller voter aux élections en dernière minute, ça peut vouloir dire d'autres choses aussi, s'engager dans des associations, discuter avec les élus, partager des choses comme ceci. Donc voilà un peu l'idée aussi. Pourquoi pas aussi rejoindre des associations comme les Shifters et partager aussi ce genre d'infos. Donc voilà un peu pour ça. Et alors, dernière chose ici, finalement, comme je disais, donc au niveau de la transition, ce que je fais en fait peut avoir une influence sur mon entourage. Hein, donc comme je disais, donc ça a beaucoup plus d'impact quand c'est partagé. Le changement d'habitude, en fait, qui peut se faire pas à pas par des actions individuelles, comme celles qu'on partage ici ensemble. Donc voilà, on peut après accéder du coup à des actions un peu plus complexes et plus difficiles.
Donc voilà, c'est via un peu le mimétisme qu'on peut partager ce genre de choses. Voilà, il n'est pas nécessaire que tout le monde fasse quelque chose pour atteindre ce point de basculement. Il suffit déjà qu'une proportion critique, en fait, entre 10 et 25% de la population, s'est éprouvée. Donc, si une personne sur 4 roule à vélo, par exemple, ben voilà, les pouvoirs publics seront bien obligés d'installer des infrastructures cyclables. Donc voilà, en fait, c'est via cet effet un peu domino que ça peut arriver. Voilà un peu pour conclure ici la présentation. Merci pour votre écoute. Voilà, on est disponible pour répondre à vos questions si vous en avez, avec plaisir. Merci François, merci à vous trois. Voilà, on a un peu de temps, on a un gros quart d'heure pour poser des questions. C'est à vous.